comme le veut la tradition, on démarre toujours par la présentation des chiffres de l'emploi dans le secteur. Ça permet de donner un bon baromètre, surtout que ces 2 dernières années, voilà, l'activité a été pas mal chahutée. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui s'est passé exactement. Je vais vous présenter mes invités. Donc, tout d'abord, Yvan Picon. Yvan Picon est chargé d'études à la direction des études, des statistiques et de la prospective au CNC. Philippe Degardin qui est responsable pilotage et statistiques data chez Audience, groupe Audience, rattaché à la direction du marketing. Stéphane Bedin, délégué général adjoint à la FICAM, et Olivier Emery, qui est coprésident de France VFX. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir l'étude tant attendue de Audience et CNC. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces chiffres. Et en même temps, voilà, on s'arrêtera. N'hésitez pas à prendre la parole pour commenter les chiffres. Voilà, donc Philippe, Yvan, je vous laisse la parole. Il fonctionne ? Ok. Bonjour tout le monde et merci du coup d'être présent aujourd'hui pour cette présentation. Donc c'est la 6e édition, je crois, de cette étude sur l'emploi dans les effets visuels numériques. On va aborder 2 pans. La première, c'est une mise à jour des indicateurs barométriques qu'on présente habituellement ici, et puis une deuxième qui sera un éclairage plus spécifique sur l'année 2020 qu'on vous présentera dans un second temps. Peut-être avant de commencer à rentrer dans le dur des chiffres, on fait un petit éclairage méthodologique. Si ça fonctionne, bon, c'est pas très grave. Bon. Pour revenir du coup sur la méthodologie, nous on travaille surtout avec des données qui viennent de chez Audience. Donc Philippe, je ne sais pas si tu veux peut-être dire un petit mot sur vos données. You. On n'est pas dans les effets spéciaux, mais pas loin quand même. Donc oui, le groupe Audience, je ne sais pas si vous connaissez en quelques mots, c'est le groupe de protection sociale dédié au métier de la culture. À ce titre, on gère donc plusieurs métiers, la retraite, l'assurance de personnes avec la prévoyance et la complémentaire santé, la caisse des congés spectacle pour les intermittents du spectacle, et tout ce qui est aide sociale. À ce titre, donc, on récupère pas mal de données, on collecte énormément de données, dont des données des employeurs qui nous déclarent tous les mois les activités du mois précédent, ça s'appelle la DSN, les données sociales nominatives, et qui nous permettent du coup d'avoir une vision assez précise de l'emploi dans toutes les filières de la culture. Donc on a pu construire cette étude avec ces données-là, et avec des listes du CNC, que le CNC nous a fournies, sur les entreprises réputées travailler principalement dans les effets spéciaux, à partir donc des entreprises qui ont demandé des aides au CNC à ce titre. Oui, c'est des entreprises qui ont été associées à des projets qui ont bénéficié de la CVS et de la CVSA principalement. Et c'est un périmètre qui est... alors, la plupart du périmètre est stable, mais chaque année, dès qu'on identifie une nouvelle société, on l'intègre bien évidemment au périmètre, ce qui peut expliquer qu'il y ait des petites variations de chiffres par rapport aux éditions précédentes dans les historiques. Voilà. Donc il y a quelques précisions qui sont données ici. Les revenus qu'on prend en compte, ce sont les revenus de salaire, uniquement salaire. Donc il n'y a pas les allocations de chômage pour les intermittents notamment, et pas ce qui est revenu de congés payés. C'est ça. Et peut-être une précision aussi, vous verrez dans l'étude, il y a plusieurs verbatims. Ces verbatims-là, ils sont extraits d'une enquête qu'on a administrée auprès des sociétés de VFX et qui avaient des champs libres d'expression et qui nous ont permis justement d'avoir un ressenti un peu plus direct de la part des entreprises. Alors, si on commence sur les entreprises, justement, et sur l'évolution des entreprises au cours des 10 dernières années, tout d'abord, de quelles entreprises est-ce qu'on parle ? On s'aperçoit qu'on a dans le périmètre un large scope d'entreprises, en fait, qui vont être actives sur des secteurs assez différents, qui vont aussi bien du cinéma aux jeux vidéo, en passant par la publicité, bien sûr, ou l'audiovisuel, mais qui ont aussi des activités en dehors des VFX assez variées. Donc on peut avoir de la production, on peut avoir même de la muséographie ou de la curation scientifique. Enfin voilà, donc c'est vraiment un périmètre assez hétéroclite de société. Et Philippe va vous expliquer un peu comment ça évolue au cours des dernières années. Et les données qui sont présentées ici concernent l'ensemble de l'activité de ces entreprises. Ce n'est pas que l'activité VFX pour celles qui ont d'autres activités connexes. Donc le nombre d'entreprises qui nous ont déclaré de l'activité au cours de la période entre 2011 et 2020,
Donc ce nombre d'entreprises a évidemment augmenté sur la période, puisqu'on a 13 entreprises de plus qu'à l'origine en 2011. On constate que 2016 donc, est l'année où on a le plus d'entreprises qui sont en présence, et ensuite on est resté à un niveau plutôt stable, autour de 74 entreprises chaque année. On n'a pas d'effet fort de la pandémie sur l'existence des entreprises, sur le fait que les entreprises ont continué leur activité. On verra qu'il y a un effet Covid sur l'activité des entreprises. En tout cas, elles ont continué d'exercer leur activité sur la période. Ce qui est intéressant, c'est par contre, donc, si le nombre d'entreprises est resté stable ces dernières années, l'activité de l'entreprise, des entreprises, a continué d'augmenter. Puisque sur les équivalents temps plein, on a fait une moyenne par entreprise qui nous déclare des personnes. Et depuis 2017, on avait constaté plutôt un nombre d'entreprises constant. On a une augmentation du nombre moyen d'équivalents temps plein. Donc ce sont uniquement les emplois permanents qui sont ici regardés, et avec un impact qu'on peut voir sur la crise. Donc c'est là qu'on voit la crise sanitaire, l'impact, elle est sur l'emploi dans les entreprises. Et donc il y a une baisse de la durée de travail, puisqu'on est à 7,9, on passe de 9,6 à 7,9 équivalent temps plein. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus la typologie des entreprises du périmètre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est sur un secteur qui est effectivement assez fragmenté, avec une concentration assez importante. Mais ce n'est pas propre au secteur des VFX, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez commune dans l'audiovisuel et le cinéma. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a ces géants qui vont avoir une carrure et une ambition internationale, et qui vont capter la plus grande partie de la masse salariale. Et c'est ce qu'on voit sur le graphe à l'écran, c'est que les 5 premières entreprises captent 54% de la masse salariale. Il y a peut-être un petit effet de la pandémie qui peut jouer, puisqu'elle a un peu augmenté en 2020 par rapport à 2019, mais déjà en 2019, on était à 49%, je crois, qui étaient captés par les plus grosses entreprises. Et à l'inverse, de l'autre côté du scope, on a des entreprises beaucoup plus modestes. Et si on prend les 43 entreprises qui ont la masse salariale la moins importante, elles ne captent que 8% de la masse salariale globale. Et en parallèle de cette concentration, on a également une concentration géographique de la masse salariale et des entreprises. Là encore, ce n'est pas du tout propre au VFX, quelque chose qu'on retrouve dans tous les champs du cinéma et de l'audiovisuel. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà en termes de nombre d'entreprises, on a la plus grande partie des entreprises qui est localisée en Île-de-France. Donc on a 79% des entreprises qui sont en Île-de-France, avec pour autant dans les autres régions quand même un développement des entreprises, notamment si on prend la Nouvelle-Aquitaine ou le PACA, on a une évolution en 2020 du nombre d'entreprises. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on confronte ces parts d'entreprises en région avec la masse salariale, on s'aperçoit que les plus grosses entreprises sont en Île-de-France, avec là la quasi-totalité de la masse salariale qui est concentrée en Île-de-France avec 94%. Et maintenant, si on s'intéresse plus spécifiquement aux salariés et à l'évolution de l'emploi, je vais laisser Philippe. Donc, ce qu'on voit, ce qui rejoint ce qu'on a vu déjà sur les ETP, c'est que le nombre de salariés a augmenté dans le secteur entre 2011 et 2020, globalement, même si l'augmentation, ça va avec l'augmentation du nombre d'entreprises. Par contre, la masse... Alors en fait, non, pardon, je dis n'importe quoi, parce que en fait, je parle des permanents. On verra après que ce sont les permanents qui augmentent. Globalement, donc, le nombre de salariés, c'est les permanents plus les intermittents du spectacle qui sont payés dans ces entreprises. Et globalement, ce chiffre baisse effectivement de 9%. On verra après qu'il y a une composition qui est variable, qui varie. Par contre, la masse salariale globale progresse, elle, de 35% sur les 10 années. Donc on voit qu'il y a des emplois en fait, qui se sont stabilisés, et il y a une professionnalisation de la filière. Et pour compléter un petit peu justement ce que dit Philippe, nous ce qui nous intéresse vraiment, et c'est très visible sur le graphe qui est derrière, c'est le passage de l'année 2017 à 2018, donc c'est la période à laquelle le CNC a entrepris un plan en faveur des VFX
avec notamment la refonte des dispositifs d'aide. Et c'est à partir de cette date-là qu'on voit vraiment la structure des effectifs évoluer. Et notamment, c'est ce qu'on voit, et c'est ce que commençait à spoiler un peu Philippe, si on prend la nature des contrats, donc les intermittents d'un côté et les permanents, donc les CDI et les CDD de l'autre, on voit des évolutions qui sont très contraires, avec une baisse du nombre d'intermittents sur l'ensemble de la période, puisqu'on a moins 26% en 2020 par rapport à 2011, mais à l'inverse, une hausse du nombre de permanents. Et c'est précisément cette hausse du nombre de permanents qui peut expliquer la hausse puis la stabilisation de la masse salariale à un haut niveau, alors même que le nombre de salariés total du secteur baisse. Et si on va encore un peu plus dans le détail des types de contrats, et qu'on prend cette fois-ci, qu'on regarde plus spécifiquement les CDI, et ben on s'aperçoit que c'est eux qui portent l'évolution des effectifs, justement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on prend l'ensemble de la période, on a 2 paliers qui sont franchis. Un premier en 2013, où la part de CDI passe de 12% à 16%, et un deuxième à partir de 2016, où là, on a une augmentation tous les ans de près d'un point, de la part de CDI dans l'ensemble des effectifs, avec du coup une stabilisation des contrats. Donc finalement, c'est positif, parce qu'effectivement, à première vue, on pourrait dire, tiens, il y a une baisse de l'emploi, mais c'est l'emploi intermittent. Quelqu'un, par exemple, qui travaillerait 3 jours, serait comptabilisé. Donc le fait que justement il y a des emplois à la fois mieux qualifiés fait que voilà, une consolidation du secteur. Peut-être te donner la parole, des réactions de la part de Stéphane, Olivier, sur ces premiers chiffres. Oui, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une bonne résistance globalement des entreprises à la période Covid. Puisqu'on constate une stabilisation en fait, du nombre d'entreprises en 2020 par rapport à 2019. L'impact donc a été limité à ce niveau-là. De la même manière, les emplois permanents ont été plutôt préservés. C'est plutôt les emplois intermittents qui ont été a priori les plus impactés. Ce qu'on constate quand même globalement, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses défaillances en fait, d'entreprises. Donc on peut mettre ça sur le compte de l'adaptation en fait, des entreprises VFX qui ont fait évoluer leur méthode de travail, leur méthodologie de travail aussi pendant la crise. Il y a eu aussi l'intervention des pouvoirs publics, notamment la CIT qui a proposé des appels à projets ciblés pour que les entreprises puissent adapter leur méthode de travail. Et je tiens aussi à souligner pendant cette période l'action de la FICAM, notamment par rapport au soutien de l'État par rapport à la crise sanitaire, puisque l'ensemble des entreprises de la filière technique en fait, a été passé en liste S1, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont pu bénéficier en priorité des soutiens publics. Là, je pense au PGE, prêt garanti par l'État, au fonds de solidarité, au chômage partiel. Au chômage partiel, surtout. Voilà. L'activité partielle, pardon. Et donc voilà, le fait de passer ces entreprises en liste S1 a permis donc à ce qu'elles puissent en bénéficier en priorité avec des taux élevés. Moi, j'aimerais juste ajouter que les derniers chiffres sur l'année 2020, effectivement, sur la baisse de la masse salariale, ils sont sûrement impactés justement par l'impact des aides des pouvoirs publics sur l'activité partielle, parce qu'on a tous eu des masses salariales qui ont diminué à cause de mois où nos salariés ont été en partie ou totalement payés par l'État, en fait. Et donc ça, je pense que dans vos premiers graphiques, où il y a une baisse forte, on se retrouve avec des chiffres inférieurs à 2010, c'est sûrement à cause de ça. Et ce que je peux dire, parce qu'en fait, finalement, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à analyser des chiffres de 2021, parce que finalement, on est en 2022, et depuis le premier confinement et l'impact fort qu'on a eu avec beaucoup d'arrêts, en fait, tout a été interrompu, les tournages, mais la post-prod et donc les VFX derrière. Tout est reparti au deuxième semestre 2020, et donc je pense que ça a rattrapé une partie du premier semestre. Et puis 2021, c'est une année de forte croissance, je pense, pour la majorité des studios et des prestataires VFX.
et je dirais de tous les prestataires de l'audiovisuel en général. Hein. Je pense que la FICAM, c'est exactement pareil. Et 2022 continue, donc en fait, il serait hyper intéressant plutôt de... On va y venir. On aura des premières tendances sur 2021. Okay. Mais c'était intéressant, effectivement, déjà de comprendre cette année 2020 qui était un peu particulière. Alors pas dans l'étude. Pas dans l'étude, Mais déjà j'ai des chiffres en tête. Voilà. Et sur l'audiovisuel globalement, alors pas sur le VFX en particulier, parce qu'il faut qu'on retrouve une liste d'entreprises sur 2021, etc. Mais sur l'ensemble de la production audiovisuelle et cinématographique, on retrouve une activité depuis le mois de juin-juillet équivalente à 2019. Voilà, en termes d'emploi, en termes de masse salariale. Décembre risque de... Oui, juste si je peux rajouter, c'est une activité aussi qui globalement se pérennise. Enfin, là, c'est ce qu'on voit ça, aussi, et voilà, une professionnalisation. Et puis, là encore, je pense qu'il faut souligner aussi l'action du CNC dans l'effet structurant en fait, que ça a pu donner à la filière depuis la mise en place du plan VFX en 2017. On voit qu'il y a eu un véritable effet là-dessus. Et parallèlement à ça, il y a eu aussi les fonds de soutien régionaux qui ont mis en place des bonus, des bonifications pour les films à fort effet visuel. Et on a eu aussi dans l'agrément du CNC la prise en compte des effets visuels dans le calcul des points d'agrément. Donc tout ça en fait participe à vraiment un changement de paradigme et à une structuration de la filière, et on le ressent au niveau de l'emploi. Donc on a deux indicateurs qui nous permettent en plus d'appuyer ça, hein, c'est l'ancienneté des salariés dans les entreprises de VFX, donc qui ne fait que augmenter, hein, la part des 10 ans en plus augmente chaque année, autant sur les intermittents que sur les permanents, encore plus fort sur les intermittents, puisque c'est des gens qui ont vocation à rester, et sur l'âge moyen également des personnes, où la part des plus de 40 ans a passé la barre des 30% cette année. Donc voilà, chaque année, cette part augmente, donc c'est bien le signe d'une professionnalisation et de personnes qui restent dans la profession. C'est à moi. De la même façon, sur la masse salariale, hein, on voit que les intermittents et les permanents qui sont présents depuis plus de 10 ans, cette part augmente dans la masse salariale, puisqu'elle représente 44% de la masse salariale totale en 2020. Elle ne représentait que 31% en 2011. Et alors justement, pour compléter un petit peu, donc au-delà de la pérennisation des carrières, ce qu'on observe aussi quand on regarde les nouveaux entrants dans le secteur, c'est qu'on a, alors si on prend l'ensemble du nombre des nouveaux entrants, donc intermittents et permanents compris, on a une baisse du nombre de nouveaux entrants, qui est de moins 25%, je crois, si on prend l'année 2019, c'est ça, par rapport à 2011. Maintenant, cette baisse, elle est aussi à mettre en lien avec la baisse du nombre d'intermittents global du secteur, et si on prend que les contrats permanents, à ce moment-là, on observe à l'inverse une petite hausse. Donc on a un secteur qui réussit à rester attractif tout au long des années, en parallèle de la pérennisation des contrats. Et même en 2020, alors que c'était une année un petit peu particulière, on a encore des nouveaux entrants qui sont arrivés dans le secteur. Mais par contre, et ça c'est un élément qui est ressorti justement dans l'enquête qu'on a administrée en septembre dernier, on est quand même face à un secteur qui est sous tension sur un certain nombre de professions, avec, tu peux aller là, ouais, c'est d'après, avec 4 freins principaux qu'on a pu identifier, qui sont des freins liés à la formation, avec un manque de personnes formées sur le marché de l'emploi, un manque aussi d'initiation VFX dans les différentes formations audiovisuelles, mais également le départ des jeunes diplômés à l'international, et aussi, ça on le verra un peu plus tard aussi, le manque de projets attractifs. Ici maintenant, on s'intéresse plus particulièrement à la place des femmes dans le secteur. Ah, ouais. Juste peut-être un mot sur la formation, peut-être Olivier. Enfin, on voit bien l'importance en fait de la formation pour qu'il y ait vraiment une adéquation entre ce que recherchent les entreprises et ce qui se passe vraiment dans les écoles. Et aujourd'hui, là, finalement, vu la croissance effectivement de 2021 et la croissance actuelle, en fait, et l'internationalisation de nos marchés, en fait, c'est, je pense, 2021 et le petit sondage qu'on a fait auprès des membres de France VFX montre qu'on a une croissance, tous les membres ont une croissance des projets internationaux. Et ça, c'est nouveau, en fait, hein, puisqu'il y a quelques années, il y avait 1 ou 2
prestataires qui travaillaient à l'international et de manière pas forcément régulière. Donc là, ça a bien changé. Et donc par rapport aux besoins de formation, effectivement, on a besoin de recruter. On se retrouve dans la problématique du recrutement qu'on n'a jamais eu en fait. Donc ça, c'est nouveau. Avec des métiers en tension. On a besoin d'artistes, on a besoin de décos, et ça, c'est nouveau. Alors c'est une très bonne chose parce que ça permet comme il y a plus de business, il y a plus d'argent, ça permet déjà de pouvoir faire évoluer les salaires des gens qui sont en place, et c'est une très bonne chose parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Et en termes de nouveaux recrutements, on a la chance d'avoir en France des très bonnes écoles, mais je pense que sur les VFX, les écoles, elles forment beaucoup de gens pour l'animation, et pas tant que ça pour les VFX. Et donc là, on se pose le problème de trouver des solutions pour former plus de gens spécifiquement dans les métiers des VFX qui sont un peu différents de ceux d'animation. Et là, on a un effort à faire en collaboration avec les écoles, en fait, pour réorienter un petit peu, pour faire en sorte qu'ils sortent plus de gens en VFX. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'on aura le moyen de retenir plus ceux qui partaient à l'étranger, séduits par les projets, mais aussi par l'argent, parce qu'on aura à la fois plus d'argent à leur proposer, et puis des projets plus sexy, avec des projets internationaux forts, et puis des projets français dans lesquels, enfin, il y a des... Puis il y a ceux qui reviennent aussi, parce qu'on en parlera tout à l'heure, une des conférences de cet après-midi. Il y a tous les talents qui étaient partis depuis plusieurs années. Et effectivement, le retour des projets internationaux fait que la France devient attractive pour des profils plus qualifiés, plus seniors. Mais c'est vrai que 2021 est un peu une année pivot dans l'activité, donc on ne remarque pas encore dans l'étude, mais on aura, à mon sens, un avant et un après 2021. Je propose qu'on passe justement à la partie qui concerne l'étude liée aux femmes. Alors, les femmes, dans ces entreprises qu'on a retenues, elles représentent ces 1000 personnes, 1000 femmes qui travaillent, qui sont employées, quel que soit intermittent ou permanent. C'est 10% de plus qu'en 2011, alors que la part des hommes, elle, a baissé. On a 16% d'hommes en moins sur la même période. Elles représentent aujourd'hui 31% du total des effectifs. Elles étaient 26% en 2011. Et elles représentent donc 27% de la masse salariale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur la même tendance sur tous les contrats. Donc en fait, c'est principalement sur les contrats intermittents qu'on voit ce phénomène de féminisation. Sur les contrats permanents, il y a plutôt une stabilité en fait, du poids des femmes dans le total. C'est-à-dire que malgré qu'elles aient augmenté en nombre, elles ont augmenté dans les mêmes proportions que les hommes en fait, sur les métiers CDI. Voilà. Donc alors que sur les intermittents, je répète, elles ont augmenté leur proportion par rapport au total. Et si on regarde maintenant un petit peu le profil justement des femmes dans le secteur, on s'aperçoit que c'est surtout des salariés jeunes, notamment si on regarde ces pyramides des âges. Alors le graphique n'est pas forcément très parlant au premier abord, mais il est extrêmement intéressant parce qu'il met en valeur, en lumière deux choses. La première, c'est qu'on a des logiques démographiques qui sont vraiment singulières selon qu'on considère les permanents ou les intermittents, avec chez les permanents une transposition générationnelle en fait, où on va avoir presque exactement le même nombre de salariés pour les 30 à 39 ans qu'on avait chez les 20 à 29 ans en 2011, avec une petite augmentation quand même de femmes des nouvelles arrivantes dans le secteur chez les permanents. Et chez les intermittents, c'est un petit peu différent, puisque là, on n'a pas du tout de transposition générationnelle, mais par contre, on a une vraie disparition des hommes pour les tranches d'âge les plus jeunes, donc en dessous de 40 ans, alors que chez les femmes, elles arrivent justement un peu plus nombreuses pour la tranche d'âge de 20 à 29 ans, ce qui fait qu'en structure, on a des effectifs féminins qui sont beaucoup plus jeunes que les hommes, avec chez les permanents, je crois que c'est 30-35% de femmes qui ont moins de 30 ans, et près de 50% des femmes qui ont moins de 30 ans chez les intermittents. Et maintenant, si on s'intéresse aux professions plus spécifiquement,
Et si on met en relation les professions en fonction de leur poids dans les effectifs et de la part de femmes par profession, alors si on prend les infographistes, qui est la profession la plus représentée dans le secteur, qui représente près de 47% des effectifs, les femmes restent minoritaires sur cette profession, puisqu'on est un peu moins d'un quart. Pour autant, c'est une part qui augmente sur un an, qui gagne 2 points en un an. Et ça qui est intéressant, c'est que dans quasiment l'ensemble des professions du secteur, la part de femmes par profession augmente, à l'exception des professions du tournage. Et on a 4 professions pour lesquelles les femmes sont majoritaires, qui sont plutôt des professions, des fonctions support, avec les métiers administratifs, les métiers des services généraux, les métiers de comptabilité et également le suivi de production. Ouais. Ce sont des proportions qu'on retrouve dans tous les métiers de la production audiovisuelle et cinématographique, où les femmes sont très représentées dans les métiers de la production et dans les métiers administratifs. Et si on regarde en plus maintenant la position hiérarchique un petit peu dans ces différentes professions, le constat est un peu plus amer puisqu'on s'aperçoit que quelle que soit la profession considérée, la part de femmes dans l'effectif cadre est moins importante que la part de femmes dans l'ensemble des effectifs par profession. C'est particulièrement visible pour les professions du tournage où là on passe de 20% de femmes dans l'ensemble des effectifs de la profession à 7% de femmes parmi les cadres, mais c'est un constat qui est généralisé pour toutes les professions. Pour autant, si on compare par rapport à 2019, la part de femmes cadres augmente dans plusieurs professions. Elle augmente pour la post-production où elle gagne 2 points et pour les infographistes aussi où elle prend 2 points chez les cadres en 2020 par rapport à 2019. Est-ce que justement le fait qu'on ait surtout une augmentation des effectifs intermittents et donc plutôt des profils juniors s'explique par le fait que notamment dans les écoles, il y a de plus en plus de femmes qui sont formées et ce qui est forcément, ça veut dire que dans les années à venir, on peut imaginer qu'il va y avoir de plus en plus de femmes d'une part en emploi permanent, mais également à des postes, par exemple, de superviseuses VFX, parce qu'il y en a très très peu, on le voit bien au PIDS, où on a rarement des superviseuses VFX. Est-ce que c'est des choses que, par exemple, vous constatez, vous, dans vos entreprises ? Oui, en recrutement, en fait, dans les jeunes, il y a effectivement plus de femmes. C'est vrai qu'on est dans le métier, dans les vieux du métier, c'est un truc de mec. Clairement, il y a peu de femmes, malheureusement. Et c'est partout pareil, en fait. Je pense que les femmes, elles vont peut-être plutôt dans les métiers de l'animation, où c'est des métiers plus posés, moins extrêmes, à mon avis, en termes de planning, et où elles trouvent un équilibre personnel plus facilement que dans les VFX, où c'est vrai que le métier est quand même dur par rapport à la pression que nous mettent les clients, et l'engagement sur les plannings et les difficultés en fait, qu'on peut rencontrer au fur et à mesure de l'avancement des projets. En fait. Oui, on ne peut que se féliciter de ce processus de féminisation en cours dans les métiers, même si notre panel de cet après-midi ne le démontre pas. Mais on mesure les progrès qui restent encore à faire, de toute façon, même dans la catégorisation par métier, sur des métiers plutôt administratifs, etc., et avec moins d'accessibilité sur les métiers de cadre, sur les postes de cadre, etc. Donc on mesure aussi les progrès qui nous restent à faire à ce niveau-là. Alors maintenant, si on avance un petit peu et qu'on passe à l'année 2020 plus particulièrement, dans un premier temps, si on regarde les dépenses des longs métrages de fiction d'initiative française en VFX, donc c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, les grilles d'agrément du CNC ont évolué et intègrent désormais les dépenses des sociétés de production en VFX pour les films. Donc c'est un éclairage qu'on a pu apporter assez récemment, là c'est la deuxième année qu'on le produit. Petite précision quand même, c'est que l'année qui est présentée, c'est l'année d'agrément des films. Donc on n'est pas sur l'année de dépenses forcément, puisque c'est une date qui est plutôt corrélée à la sortie en salle des films. Donc les dépenses sont souvent faites avant. Maintenant, si on considère notre périmètre de films de fiction, tu peux passer à la slide suivante. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la quasi-intégralité des films, en tout cas 82% des films de fiction, effectuent des dépenses en VFX en 2020. La bonne nouvelle, c'est que au sein de ces films, donc effectivement, plus la tranche de coût augmente et plus la part de films qui effectuent des dépenses en VFX augmente aussi. Par contre, en 2020, ce qui est considérable, c'est que les films du milieu, donc, dont le budget est compris entre 2,5 millions d'euros et 7 millions d'euros, la quasi-totalité de ces films a effectué des dépenses en VFX, alors qu'en 2019, on était plutôt aux alentours des 2/3, voire des 3/4. Donc on a une augmentation effectivement de l'ensemble des films sur ce type de dépenses, pour un niveau de dépenses de 16 millions d'euros en 2020, qui est à peu près stable par rapport
à 2019. Par contre, lorsqu'on regarde plus en détail le montant de ces dépenses, c'est très très clairement les plus grosses productions qui ont une réelle ambition en matière de VFX. Donc là, le graphique, c'est vraiment la part des coûts définitifs qui sont alloués au VFX. Et seuls les films de plus de 15 millions d'euros dépensent plus de 10% de leur budget dans les VFX. Pour tous les autres, on est plutôt aux alentours de 2%, voire un peu moins. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a été souligné dans l'enquête qu'on a menée, hein, qui a été un peu remontée par tout le monde, avec des budgets qui ne sont pas suffisants, un manque d'ambition de la part des producteurs pour les longs métrages français, avec en plus un problème que ça pose par rapport au coût des logiciels et l'impact que ça peut avoir sur l'œuvre quand les VFX sont considérés comme une contrainte et non comme une plus-value pour l'œuvre. Maintenant, si on regarde, là effectivement ça illustre un petit peu ce qu'on vient de dire. Si on prend les 3 premiers films qui ont effectué le plus de dépenses VFX en 2020, ils concentrent 39% de l'ensemble des dépenses en VFX. C'est une part qui est un petit peu en baisse sur un an, mais on a aussi un peu moins de films à très gros budget en 2020, justement du fait de la fermeture des salles de cinéma, avec Le Prince oublié qui dépasse tout, avec près de 17% de ses dépenses investies en VFX, mais précisément parce que les VFX sont partie intégrante de l'histoire et du film. Si on passe à la suite, c'est pour par rapport à la localisation des dépenses. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a une diminution des dépenses à l'étranger en 2020. Puisque si on prend l'ensemble des dépenses, il n'y en a que 23% qui ont été réalisées à l'étranger, contre 51% en 2019. Et c'est principalement lié justement à ces films de 15 millions d'euros et plus, qui ont surtout investi en France en 2020. Après, à nouveau, c'est aussi un petit peu lié à la typologie des films, du périmètre, puisque on avait moins de films à très très gros budget en 2020 par rapport aux années précédentes. Et en tout cas, si on regarde un petit peu l'origine des dépenses à l'étranger, c'est plutôt des dépenses qui sont faites en Belgique, pour la plupart. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en parallèle de cette relocalisation des dépenses VFX en France, il y a une vraie ouverture des sociétés de VFX à l'international. C'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et effectivement, alors, il y a un petit effet de la pandémie qui a été souligné dans l'enquête qu'on a administrée, avec une demande beaucoup plus forte des plateformes de VADA en contenu, et donc en VFX, qui s'est répercutée sur les sociétés françaises parce qu'il y a une expertise qui est aussi reconnue à l'international, et parce qu'il y a un crédit d'impôt qui est aussi un peu plus attractif. Est-ce qu'on peut dire un mot? Ouais. Bien sûr. Sur les chiffres 2020, donc effectivement, on constate une stagnation en fait dans les dépenses VFX dans les films de long métrage. Et c'est là, je pense aussi qu'on peut parler, en revanche, à partir du deuxième semestre de l'année 2020 et ensuite sur toute l'année 2021, d'une grosse augmentation quand même de l'activité VFX dans les films français et puis avec l'international également. Nous, sur nos chiffres FICAM, par exemple, sur 2021, sur les dépenses VFX dans les longs métrages, alors on n'est pas exactement sur le même périmètre que vous, parce que nous, on ne prend pas la date d'agrément, mais on prend la date de dépense, donc la date de début de tournage. On est à peu près à 27,5 millions de dépenses globales de VFX dans les longs métrages, dont 24,5 millions sur de la dépense en France. Donc ça démontre aussi l'effet relocalisation en France. Et puis une concentration aussi des dépenses sur des gros films à effet visuel, puisque nous on a relevé que les 8 principaux films à fort effet visuel concentrent à peu près 56% des dépenses de VFX. Et puis il y a effectivement, se rajoute à cela la partie internationale, où là il y a eu un vrai effet crédit d'impôt international, avec la bonification de 10%, parce que le crédit d'impôt international passe de 30 à 40% à partir du moment où on dépense plus de 2 millions d'euros d'effets visuels. Et ça a eu un vrai effet sur la venue en France de projets internationaux. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quelques gros films français à gros budget vont prendre une part très très importante du budget global. Donc en 2020, c'est hyper manifeste avec ces 3 films. 2021, c'est quand même encore la même chose. Hein. On est toujours dans un ratio à peu près de 50%.
Et pour France VFX, on se rend compte qu'effectivement, ces films, ils vont aller sur quelques prestataires, en fait. Ils vont aller effectivement sur les gros. Donc pour nous, l'enjeu, c'est d'arriver à ce que le marché se développe, que les films intermédiaires, effectivement, puissent dépenser, et puis que ça nourrisse les prestataires un peu moyens et un peu plus petits pour élargir notre capacité à répondre et faire en sorte qu'on soit en mesure de grossir tous et de profiter un peu de l'expansion du marché et d'être capable de se positionner à plusieurs, en fait, aussi en collaboratif, parce qu'on voit bien que là, les gros, par exemple, commencent à être surchargés de boulot, donc il y a des opportunités qui se présentent. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à bien organiser tout cela et à faire que, en fait, l'ensemble de l'écosystème des VFX puisse bénéficier de ce marché qui est fort et que ça puisse permettre de développer aussi bien les petites structures, les intermédiaires et les grosses, parce qu'on sait bien que l'innovation peut arriver aussi de petites structures avec des points de vue un peu différents et donc c'est bien aussi d'être capable de nourrir les petits. Et pour France VFX, c'est important de ne pas tout concentrer sur les gros. Alors, on a fait une petite partie sur ce qui est arrivé en 2020, donc les conséquences de la pandémie, et en comparaison avec d'autres secteurs de l'audiovisuel. Donc, on a regardé, on a constitué les autres secteurs comme on fait habituellement sur l'activité principale déclarée par l'entreprise et hors entreprise VFX pour pouvoir comparer les effets. Donc, si on regarde déjà, donc on voit mois par mois ce qui s'est passé au cours de l'année 2020 avec les effets des confinements. Donc, sur le nombre d'entreprises, il y a eu une baisse au départ sur le mois de mars et avril. On a 8 entreprises de moins. Mais globalement, à la fin de l'année, on n'a pas de différence. Pardon, pour vous donner quand même une explication sur le graphique, en foncé, c'est l'année 2020. Et en plus clair, c'est l'année 2019 derrière. Donc on voit qu'en fin d'année, on est pratiquement au même niveau que 2019 sur le nombre d'entreprises qui sont en activité. Donc le deuxième confinement a été moins dur sur l'activité des entreprises. Sur le nombre de salariés permanents, il est resté stable tout au long de l'année. Donc c'est la courbe en noir. Non, parce que c'est la courbe en noir pleine. On voit que les entreprises ont pu continuer leur activité grâce aussi aux aides dont elles ont pu bénéficier. Et aussi, j'imagine, grâce au télétravail, c'est peut-être dans ce secteur une possibilité qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs. Mais comme dans le film d'animation, on avait vu que le télétravail avait été largement utilisé pendant la période. Donc les intermittents, eux, sont plus impactés par la crise. On a 52% d'intermittents en moins sur avril 2020 par rapport au mois de mars. Et ça, justement, c'est des verbatims qui illustrent un peu ce que tu viens de dire, notamment sur l'impact du premier confinement et de la crise, qui a eu un impact un peu plus tardif sur le secteur, notamment puisque l'arrêt des tournages, forcément, a eu un effet en décalage pour les entreprises du secteur, avec un impact aussi bien en France qu'à l'international aussi dans les relations, mais également les entreprises qui ont vécu une année 2020 tout à fait différemment, avec au contraire un certain nombre d'opportunités qui sont arrivées sur cette période. Olivier, tu confirmes? Oui, tout à fait, effectivement. En fait, en gros, on a eu ce trou du début 2020 avec le confinement. Ça s'est interrompu. Je pense que c'est pour ça que la chute des intermittents, elle est absolument majeure, effectivement. Mais tout est reparti au mois de juin, en fait. Les tournages sont repartis, la post-prod est repartie. Et les VFX sont arrivés. Alors, on parlait, je me souviens pendant le confinement, on a beaucoup travaillé avec la FICAM pour se battre tous ensemble pour essayer d'avoir le soutien des pouvoirs publics. Ça a été une période extrêmement active aussi sur plein de sujets. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on s'est battu pour essayer d'avoir un collège des VFX au César, puis d'avoir le César des VFX. Donc c'était une période faste de discussion entre nous qui nous a tous rapprochés. Et
on en a profité effectivement pour se restructurer. Et dès la reprise des tournages, en fait, c'est reparti. Et depuis, je dirais, ça ne s'est pas arrêté. Hein, ça continue et ça croît. Et il y a l'international qui... Bon, il y aura la conférence sur l'international un peu plus tard. Mais je pense que l'enjeu aussi, c'est de sortir de France. C'est pas seulement de travailler pour la France, c'est de travailler pour l'international. Et il y a un certain nombre de studios qui le font. Et on est assez nombreux maintenant à travailler pour l'international. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Hein, c'est s'ouvrir vers l'extérieur et se choper des boulots où on discute sur des projets qui sont souvent beaucoup plus ambitieux que des projets français, en fait. Donc je suis je suis très positif et très serein sur le devenir de nos entreprises, en tout cas en 2022-2023, je ne sais pas plus tard, mais on sera en forte croissance dans les problématiques de recrutement, les difficultés de recrutement, les négociations salariales. Mais je pense que c'est très important parce que c'est la première fois que ça arrive. Ça fait 30 ans que j'ai monté Trimaran et c'est finalement la première fois qu'on est en discussion vraiment sérieuse sur l'évolution des salaires, en fait. Jusqu'à présent, c'était toujours des discussions où on n'avait pas vraiment de réponse à apporter, en fait. Je voudrais juste marquer je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais juste un petit bémol par rapport parce que tout à l'heure, dans un verbatim précédent, il y a eu la problématique des budgets. On va être quand même face à une problématique budgétaire et de financement a priori sur le second semestre 2022 sur le cinéma et notamment sur la partie cinéma français, parce qu'on a vu que compte tenu des échecs en salle, de la baisse de la fréquentation, des difficultés des distributeurs, on peut s'attendre à des contraintes budgétaires beaucoup plus fortes sur le deuxième semestre 2022. Donc petit bémol sur le cinéma, notamment le cinéma français. Après, peut-être effectivement compensé en partie par les projets internationaux et par les projets de plateforme. Mais, voilà. Alors la suite, c'est la comparaison avec les autres secteurs. Donc on voit que dans la filière VFX, l'emploi, c'est plutôt permanent, c'est plutôt maintenu à un niveau élevé, comparé aux autres secteurs qui ont eux accusé un peu le coup pendant un peu plus longtemps que le premier semestre, pour revenir à un niveau comparable finalement, puisqu'on est sur l'ensemble de la production audiovisuelle, on recroise avec les VFX, donc on se retrouve à un niveau d'emploi équivalent à février. Sur l'évolution des équivalents temps plein, donc toujours des permanents, on voit qu'il y a eu une baisse au début du confinement, évidemment, et une baisse tout au long de l'année, puisque ça représente du coup de 16% sur les CDI entre mars et avril, et 7% à la fin de l'année, entre octobre et novembre 2020. Voilà. Pour les intermittents, on a une évolution plutôt inverse à ce qu'on a vu sur les permanents. Donc c'est les intermittents dans la filière VFX qui ont plutôt arrêté de travailler pendant que les permanents continuaient, visiblement, et de manière plus forte que certains secteurs, comme le film d'animation, qui ont réussi à maintenir un niveau d'emploi pratiquement constant toute l'année. Très bien, c'était très complet, merci à vous. Le mot de la fin, peut-être qu'on va devoir rendre l'antenne, maintenant qu'on est également en digital, pour la prochaine conférence. Plutôt un certain optimisme, malgré effectivement une année quand même 2020 qui était un peu difficile, mais elle était parfois très difficile pour d'autres secteurs. Finalement, le VFX en sort plutôt renforcé. Oui, tout à fait. En fait, on aimerait pouvoir analyser dès maintenant les chiffres de 2021, en fait, hein, parce que ça serait quelque chose qui, à mon avis, boosterait bien. Donc, voilà, on se retrouvera peut-être l'année prochaine ici même pour analyser 2021. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir comment on pourrait
l'année prochaine, faire en sorte d'avoir des chiffres sur l'année 2021 ou sur une partie de l'année 2021 qui pourraient nous permettre d'une analyse plus précise de l'évolution. Parce qu'un an de retard, c'est malheureusement c'est long, surtout Dans un les milieu périodes qui va dynamiques. très vite, qui change très vite, mais bon, on a également les chiffres de la FICAM qui permettent justement d'apporter certains éléments, et puis ça sera le challenge pour Philippe pour l'année prochaine, non? Alors en fait, on a d'où des chiffres 2021, parce qu'on suit l'activité. On a constitué Audience un data lab avec un tableau de bord qui nous permet de voir mois par mois ce qui se passe dans l'emploi, dans différentes filières, mais on ne va pas aussi fin que le VFX, puisque le VFX n'est pas une branche, n'est pas un CONAF, n'est pas une activité qu'on retrouve dans les entreprises par CONAF, donc c'est compliqué, enfin c'est compliqué, oui, c'est plus difficile de cerner le périmètre des VFX. Donc nous on suit la production audiovisuelle, la production cinématographique par exemple, et toutes les autres composantes de la culture, hein. On suit le spectacle vivant, on suit les prestations techniques évidemment, et on voit sur l'ensemble de ces filières une augmentation donc on revient pratiquement au niveau de 2019 sur l'année, et on dépasse 2019 depuis le mois de juin, juillet en niveau d'emploi. Voilà. Donc je pense que VFX est forcément tiré par ça, par la production, l'ensemble des productions. Et du coup, on aura plein de bonnes nouvelles à dire l'année prochaine. On aura plein de bonnes nouvelles à dire l'année prochaine. Très bien. J'en suis Juste persuadé. pour compléter, pour finir, effectivement, on peut être raisonnablement optimiste par rapport au dynamisme de la filière et des entreprises qui la composent. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est quand même suivi par les pouvoirs publics. Enfin, on a quand même eu l'année dernière le choc de modernisation qui a été une grande annonce justement pour soutenir des projets porteurs. En termes d'innovation, en termes d'innovation technologique, d'effets visuels, etc. Et puis on a la perspective France 2030 avec 600 millions d'euros quand même qui vont être injectés dans les studios, dans la filière numérique, effets visuels, studio immersif, dans la formation, donc en partie les sujets qu'on a abordés là. Et on n'a jamais vu une telle somme dans notre filière, donc on peut être optimiste à ce niveau-là. Merci Stéphane, c'est une très bonne transition puisqu'on va enchaîner avec la présentation des dispositifs de soutien à l'innovation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur cette année 2021 et ça devrait notamment booster l'industrie des effets visuels. On en parle dans quelques minutes justement avec Cap Digital. À tout de suite. Merci à vous.